Salut à tous les amis, c'est Anto pour une nouvelle vidéo en compagnie de l'ami Otal. Comment ça va Otal? Hello, bah moi ça va très très bien, chaudement, on va pas se mentir, mais ça va. Ouais, Et toi? ouais. Bah ça va super, ça va super. Il fait un petit peu moins chaud pour moi par rapport aux vidéos que j'ai pu tourner avec Mathieu là dernièrement. Vous l'aviez vu, on était en sueur tous les deux. Là ça va un petit peu mieux, il fait un peu moche aujourd'hui, mais ça va super. Et surtout qu'aujourd'hui on fait notre petite vidéo habituelle de guide d'avant-première. Le 7.5 arrive très bientôt. Donc on a hâte, on a vraiment hâte et j'espère que vous aussi. On a eu la chance d'ailleurs nous de pouvoir tâter un petit peu de la carte déjà de ce 7.5 pour le découvrir un tout petit peu en avance. Vous avez pu le voir sur la chaîne, notamment avec la petite bataille d'ouverture de display entre Nikoko et Mathieu. Donc voilà. Qui comme d'hab se sont gardés les meilleurs displays, on va pas se Oh oui, mentir. ah oui, les notes je peux vous dire que c'était pas les mêmes. Ah ouais, alors franchement, il y aurait eu un gagnant encore plus net là, Ah ça sur c'est clair. le display s'ils avaient ouvert un des nôtres. Mais bon, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre, c'est quand même cool, Non. on a déjà pu te Moi je suis toucher un petit peu super content d'avoir, voilà, je suis super content, on a eu les cartes un peu en avance, on a pu commencer à les avoir entre les mains, ça fait vraiment plaisir. Tout à fait. Et du coup, en soi ça aide aussi, hein, parce que on a pu regarder un petit peu comment on ouvrait les boosters, qu'est-ce que ça donnait dedans, qu'est-ce qu'on voyait comme pattern, donc ça peut aider aussi à faire ce genre de vidéo, donc Exactement, ouais. c'est tant mieux qu'on ait cet avantage, et bah, du coup c'est aussi grâce à vous, donc encore une fois merci, hein, n'hésitez pas si vous aimez les vidéos, liker, vous abonner, etc., parce que c'est grâce à vous aussi qu'on peut faire ça, et qu'on peut donc continuer à proposer du contenu comme on le fait. Donc, et du coup, j'en profite pour vous rappeler qu'on a un petit partenariat avec MaxiRêve et vous pouvez également en profiter. Vous avez un petit code de réduction dans la partie description de cette vidéo pour avoir une petite réduction supplémentaire de 2% sur leur boutique. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Bon, ben on est parti. T'es ready? Allons-y. Allez, let's go. Toujours prêt. Let's go. Donc déjà, la saison des avant-premières va pas tarder à commencer. Vous pouvez les trouver simplement en contactant vos boutiques locales. Et c'est un format qui a toujours lieu au début. Ça fait partie de la catégorie de format qu'on appelle le limité. Ça veut dire que vous allez juste avoir des cartes qui vous seront données à ce moment-là. On vous donne le kit d'AP. Vous devez faire votre deck de 30 cartes ou plus et vous allez jouer contre vos autres joueurs. C'est une bonne façon de découvrir en fait le set tout simplement, et de vraiment commencer à ouvrir des boosters, tester des mécaniques, etc. C'est un format vraiment spécial, hein, puisque justement on est dans un format où on va jouer différemment. Vous construisez pas votre deck, vous avez moins de régularité, vous devez vraiment prendre par rapport aux cartes que vous avez. Ouais. Et aussi, moi je trouve que ce qui est très cool avec le format scellé, c'est que justement on va découvrir des cartes qu'on n'aurait jamais pensé. On va avoir des trucs où on sera en mode ah mais oui, ce machin là, Ah oui, j'aurais jamais cru ouais. que c'était trop cool. Au 7-3, je suis tombé amoureux d'Anakin, qui reste un de mes leaders préférés, voire mon leader préféré, grâce à une AP au final. Donc le petit kit d'AP qui vous sera fourni, on vous a mis une photo ici, évidemment non contractuelle. Donc vous aurez un petit livret de règles simplifié. On vous conseille toujours de quand même jeter un œil aux règles avant, hein, commencer à lire et à savoir à peu près comment le jeu fonctionne avant d'y arriver. Même si c'est votre premier événement, il y aura toujours des gens sympas pour vous expliquer comment le jeu fonctionne, il y aura toujours des gens pour vous aider sur la construction de deck au pire, mais c'est toujours mieux d'arriver en sachant un peu comment le deck fonctionne. En plus, il me semble, si je dis pas, excuse-moi, je te coupe, il me semble que dans la règle simplifiée, les nouvelles mécaniques sont systématiquement expliquées, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est utile autant pour les nouveaux joueurs que pour les joueurs plus avertis qui découvrent le set en même temps que la paix. Vous aurez une petite deck box en carton, très pratique pour mettre les boosters que vous aurez lootés, hein, c'est vraiment très... Pour le coup, moi j'adore. Des jetons de dégâts, c'est des petites feuilles cartonnées que vous allez pousser, et très pratique aussi si vous n'en avez pas déjà. 6 boosters. Alors eux, c'est pas que c'est pratique, c'est que c'est vital. Sans ça, vous ne pouvez pas faire la paix. Et ce sera aussi le seul moyen d'obtenir les versions alternatives des leaders qui seront exclusives à ce starter. On a toujours eu des versions un peu différentes. C'est pour ça qu'on ne précise pas cette fois, c'est qu'on a eu des versions foil, on a eu des versions hyperspace, des versions foil hyperspace. On a eu des trucs un peu différents à chaque fois. Donc même des versions alternatives sur le premier set. Le premier set, c'est vrai que c'était full alternatif, Luke et Vador. C'est ça, qui n'ont jamais été réimprimés autrement. En mode duel de best twin, ce qui était très cool. Ici, franchement, je mettrais une pièce sur le fait que ce soit Qui-Gon et Dark Maul en hyperspace, parce que c'est le cas depuis 2 sets, mais on va pas l'affirmer parce qu'on n'a pas de visuel encore de ces cartes. Donc franchement, je peux pas vous l'assurer. Dans le cas, c'est le seul moyen d'avoir ces leaders. Déjà, c'est le seul moyen d'avoir ces leaders, à part si vous tirez une showcase ou à part si vous achetez les starters.
Et c'est aussi le seul moyen d'avoir ces leaders, version alternative, de participer aux AP. Exactement. Je pense que il y a déjà plein de bonnes raisons de participer aux AP. Donc ça en fait une de plus. Et on va vous donner maintenant quelques conseils justement pour que votre AP se passe au mieux. Tout d'abord, avec le conseil le plus important, c'est comment ouvrir vos boosters efficacement et comment créer votre deck efficacement suite à cette ouverture. Donc ici, vous avez un petit tableau qui reprend justement en colonne et en ligne les différentes affinités du set, avec aux extrémités justement les cartes qui n'ont aucune affinité, représentées par la croix grise. Donc ce qu'on vous conseille de faire... C'est un peu caché derrière ta caméra, mais il y a bien une croix grise au-dessus de la tête. Croyez-nous sur parole, elle est là. On la voit. Donc ce que je vous conseille déjà, c'est au moment d'ouvrir vos boosters, c'est de mettre de côté vos bases et vos leaders. Alors sachez déjà, pour ceux qui n'ont jamais fait d'AP, que les bases, vous n'êtes pas obligé de jouer avec les bases que vous avez chopées dans vos boosters. Vous pouvez également demander à prêter soit à vos voisins de table, soit directement au tavernier de l'endroit où vous allez jouer. Normalement ils ont des bases en trop et ils pourront vous les prêter. Par contre les leaders, vous allez devoir faire avec ce que vous chopez dans les boosters, et donc je vous conseille de les mettre de côté pour avoir toujours en visu les leaders que vous allez pouvoir jouer. Et ensuite, je précise juste sur les bases, pour les gens qui connaissent pas, qu'en effet, vous aurez des bases disponibles par la boutique et par les autres joueurs, mais c'est uniquement les bases communes, et c'est uniquement les bases de ce set. On va revenir sur les bases en question parce qu'elles sont différentes des sets d'avant. Oui. Mais en tout cas, voilà, c'est uniquement les bases de ce set. Vous ne pourrez jouer que celles que vous pourriez normalement ouvrir dans ces boosters. Qui sont très pour les leaders, d'ailleurs. Ouais. Et pour les leaders, en plus de ceux des boosters, vous avez évidemment accès aux 2 leaders promo qu'il y a dans votre kit d'AP. Ça, vous les aurez tous de toute façon. Il n'y aura pas de surprise sur ces deux-là. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez trier vos cartes donc par colonne et par ligne. Donc là, on vous montre un petit exemple justement. Alors, vous n'avez pas l'entièreté des cartes que vous aurez dans vos boosters affichées ici, mais ça vous permet déjà d'illustrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Et donc, vous faites des tas. Et ce qu'on vous conseille dans un premier temps, c'est pas une vérité générale, mais dans un premier temps, c'est d'essayer de voir s'il n'y a pas des couleurs qui vont vraiment se démarquer des autres. Donc dans l'exemple qu'on a ici, c'est le cas avec le vert noir et le rouge noir qui se démarquent vraiment avec beaucoup plus de cartes. Et dans ce cas-là, on va dire que c'est probablement la meilleure configuration pour vous parce que ça vous laisse quand même de la latitude sur votre création de deck. Donc pour rappel, il vous faut au moins 30 cartes dans votre deck. Mais là, vous aurez la possibilité, si vous en avez un peu plus que 30 dans cet état-là, de pouvoir choisir les meilleurs. Par contre, il y aura, ça devrait vous arriver à certains d'entre vous, moi ça m'est arrivé souvent, avoir une répartition beaucoup plus homogène, et à ce moment-là c'est plus compliqué. Dans ce cas-là, je vous conseille vraiment d'écouter attentivement les conseils qu'on vous donnera en fin de vidéo pour avoir le deck le plus équilibré possible. Et donc dans cet exemple-ci, on pourrait partir par exemple sur un Supreme Leader Snoke avec une petite base commune, comme vous pouvez voir, les nouvelles bases communes qu'on a ici. Sachant que c'est un truc qui est aussi très cool dans le format avant-première, c'est que si vous faites une partie et que ça ne marche pas, vous pouvez changer toutes les cartes du deck dans un délai raisonnable, mais l'intégralité des cartes sont considérées comme votre sideboard. Je mets des gros guillemets à ça. Mais justement, quand vous avez une répartition un peu plus homogène, ou par exemple, là ce n'est pas le cas dans ton exemple, mais si par exemple on avait aussi eu du jaune en à peu près aussi nombreux que le rouge, et on peut tout à fait dire ok, j'ai testé le rouge, je me rends compte que ça marche pas, je vais retirer le package rouge et je vais mettre le package jaune à la place et je vais tester. Il y a plein d'options comme ça qui sont disponibles et c'est un truc que j'aime bien dans ce format là aussi, c'est justement le but, c'est de découvrir le format, le but c'est de découvrir l'extension, c'est pas juste de vous bloquer dans un truc et si vous avez fait une erreur au départ, c'est pas grave, vous changez, vous faites des essais et de toute façon il y a pas d'enjeu, vous êtes juste là pour vous amuser. Et vous pouvez même changer de leader, c'est pas forcément la base que vous devez changer si vous changez de couleur, vous pouvez carrément changer de leader et tester autre chose. Vous pouvez changer 100% de cartes. C'est pas du tout un format compétitif, alors certaines boutiques offrent des lots en plus du kit d'AP, mais c'est pas le cas de toutes, étant donné que c'est pas un format compétitif. Donc allez-y surtout pour le fun, amusez-vous, testez des choses, et voilà. Je vais rajouter aussi un petit point maintenant, je pense, sur les légendaires et les rares. Oui, bonne idée. Que vous pouvez ouvrir parce qu'évidemment on est tous contents d'ouvrir des légendaires et des rares. Le point des légendaires et des rares, c'est que ce sont des cartes qui souvent ont un espace de design beaucoup plus complexe, dans le sens où les cartes légendaires ont souvent besoin de beaucoup de synergie, beaucoup de fonctionnement, ont besoin de telle ou telle carte pour fonctionner. Donc c'est très cool d'ouvrir le légendaire, c'est très frustrant de ne pas le mettre dans votre deck, mais vérifiez que si vous la mettez dans le deck, ça a sa place en fait. Exactement. Parce autant je pense que si vous avez un deck bleu, mettre le nouveau Anakin légendaire, c'est pas un problème.
mettre le Legacy Run enfin partir en jaune parce que vous avez le Legacy Run, je pense que c'est beaucoup moins pertinent. C'est marrant parce que je pensais à la même légendaire que toi dans les exemples non pertinents. Mais c'est parce qu'on l'a tous les deux ouverte celle-là. Ah, je pense exactement la même. Mais ça, parce que le Legacy Run, c'est une carte qui peut très bien marcher dans certains builds, mais en construit. C'est ça. Si vous partez dessus en avant-première simplement parce que vous avez eu cette légendaire-là, c'est pas forcément une bonne idée. Donc il faut vraiment réfléchir à quel point la carte a sa place dans votre synergie et pourquoi. Après, si vous avez envie de la jouer, mais allez-y, hein, faites-vous plaisir, c'est aussi votre délire, c'est votre deck, c'est votre moment. Même hors affinité, allez-y, hein, c'est juste pour flex devant votre adversaire. C'était le beau Vador que vous avez eu par exemple. Et c'était l'autre point que j'allais rappeler, c'est que aussi on est dans un format où, enfin c'est dans le jeu en général, mais vous pouvez mettre n'importe quelle couleur dans votre deck. Nous, on suggère évidemment de se limiter à 2 couleurs, la couleur du leader et la couleur de la base, mais il peut vous manquer quelques petites pièces qui seraient très utiles, pour lesquelles vous êtes prêt à payer les 2 ressources de plus pour les mettre dans le deck. Je pense, justement, si on a la légendaire Anakin, et qu'à côté on a un deck héroïque qui marche très bien, etc., peut-être qu'on va trouver la place pour mettre 1 ou 2 cartes côté obscur hors affinité qui peuvent être sympas, Encore une fois, faut pas les rajouter juste pour faire utiliser la légendaire. Vous l'avez qu'en x1, vous l'avez 1 fois sur 4 à peu près. Ouais. C'est clair. Mais en tout cas, si c'est intéressant, faut vraiment pas hésiter à le faire en fait. Faut pas hésiter à aller chercher des petits trucs en plus, des petits removals, des petites unités de fin de partie. On va entrer en plus en détail après sur la composition du deck, mais faut vraiment pas hésiter à aller chercher hors affinité aussi. Yes. Justement, avant de vous présenter nos quelques conseils dont je vous parlais, on va d'abord vous parler des nouvelles mécaniques du set. Comme ça, vous ne serez pas perdu en arrivant sur place. Vous aurez déjà les infos. Et la mécanique la plus importante du set, et de très 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 loin, c'est le jeton force. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le jeton force? Le jeton force, c'est la vie. Voilà. C'est ça. En fait, vous allez voir dans le set compétitif ce set-ci, je pense. Et on va surtout beaucoup le voir dans le scellé déjà parce que toutes les bases en fait sont des façons d'obtenir le jeton force. Les bases communes font que si vous attaquez avec une unité force, vous gagnez le jeton force. Les bases rares ont des conditions un peu plus situationnelles, mais pour 3 PV de plus. Donc là encore une fois, ça va être à vous de vraiment vous orienter selon si vous avez des cartes rares, enfin une base rare. Déjà, je suis désolé pour vous parce que c'est-à-dire que vous avez une carte rare en moins dans votre booster, mais ça c'est une autre histoire. Je suis d'accord. Du coup, si vous avez une base rare, faut vraiment regarder par rapport à votre tirage. On n'est pas comme dans certains sets précédents où les bases rares avaient vraiment un impact négatif en fait sur votre gameplay. Là, selon le tirage que vous avez eu, ça peut être intéressant d'intégrer la base rare. Je pense justement celle que tu as mis dans l'exemple, le monastère mystique, qui te permet d'avoir la force automatiquement 3 fois par partie. Si on a des bonnes synergies, ça peut être cool. La base bleue, je l'aime bien aussi parce qu'elle permet de donner le jeton force si on a une unité qui a un certain nombre de points de vie sur le terrain. C'est 4 ou plus, tout à fait. Mais du coup, ça va dépendre de votre construction de deck. Donc c'est une opportunité, ça peut être une occasion de tester. Encore une fois, vous êtes en scellé, c'est le moment d'essayer. Donc, mais de manière générale, je pense quand même que les bases à 28 points de vie seront déjà dominantes parce qu'elles seront forcément plus présentes, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus facile de générer la force avec les bases à 28 points de vie. Je pense aussi, surtout dans le format scellé. Surtout dans le format scellé où en fait on va être beaucoup basé sur avoir plein d'unités sur le terrain et taper. Je crois que les bases à 25 vont servir vraiment dans des decks qui ont été construits autour de ces bases justement, comme c'est souvent le cas évidemment. Je pense aussi. Et du coup, petites infos clés sur le jeton force parce que c'est une question que vous pouvez vous poser. Déjà, c'est un jeton force par joueur maximum. Les 2 joueurs peuvent en avoir un simultanément. Votre adversaire peut générer la force, vous pouvez générer la force. Vous en avez qu'un. Par contre, si vous avez une base à 28 qui dit quand une unité force attaque, la force est avec vous, vous pouvez attaquer avec 4 unités de suite si vous voulez, ça vous donnera pas plus de jetons force. Vous en aurez qu'un. Et lorsque vous avez des cartes où il y a écrit utiliser la force, normalement c'est écrit sur la carte, mais du coup ça inclut de défausser votre jeton force. Exactement. Et donc comme tu l'as dit, ça ne se cumule pas. Hein. Donc si vous attaquez plusieurs fois avec une unité, vous n'allez pas avoir plusieurs jetons force. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Petite info importante, certaines personnes pourraient se poser la question, comment on a physiquement un jeton force? Retournez vos bases. La plupart du temps, vous allez trouver un jeton force de l'autre côté d'une de vos bases, justement. Donc c'est vraiment un peu comme les boucliers, les tokens boucliers ou les tokens expérience, c'est imprimé au dos des bases. C'est ça. Et au pire du pire, je pense que normalement les gens sont pas trop idiots et autoriseront des petits bouts de papier avec écrit force dessus. Oui, tout à fait. Vous ne voulez pas utiliser vos jolies bases.
Mais en tout cas, voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore trop vu le set, c'est aussi tout simplement en fait un jeton qui est utilisé en contrepartie d'effets assez forts en général. Ouais, Hein, on on va va vous pas se montrer mentir. deux exemples, hein, par exemple, ici. Voilà. Voilà, ou par exemple donc le leader Dark Maul qui est celui que vous aurez dans le kit d'AP, qui fait que vous pouvez perdre le jeton force pour infliger un dégât à une unité et un dégât à une unité différente. Donc vous pouvez faire 2 dégâts différents pour juste le jeton force. Comme on disait, le jeton force ne vous coûte rien, c'est juste en attaquant potentiellement que vous allez le débloquer selon la base que vous avez choisie. Donc c'est assez gratuit de l'avoir. Ouais. Et l'assassin de Talzin, qui pour moi aussi est une carte qui va être assez sympa en limité, on va pas se mentir. Ouais. Qui, une fois joué, vous permet de défausser la force pour donner -3/-3 à une unité pour cette phase. Bon, il n'y a pas écrit adverse, mais normalement vous ne mettez pas -3/-3 sur vous-même. Non, a priori, non. Mais voilà, donc. Très fort, ouais. Mais donc voilà, ça va être très sympa justement de vous rajouter ce petit removal pour un jeton de force qui est relativement facile à gérer puisque c'est attaquer ou avoir des effets spécifiques. C'est ça. Petite précision, certaines cartes vous permettent, hormis les bases, hein, j'entends, certaines cartes vous permettent parfois également de générer des jetons de force. Il y a certains événements qui le permettent, il y a certaines unités qui le permettent. Je pense à un petit padawan jaune, c'est une 2-3, et simplement en le jouant, vous gagnez le jeton force. Voilà, il y a quelques cartes que vous allez découvrir qui vous permettent d'avoir la force encore plus facilement qu'en attaque. Je crois qu'il y en a une par couleur. Ah, seulement une ? Ok. Ouais, je crois que c'était limité à une par couleur parce que il y a en effet soit des événements, soit des unités selon la couleur, mais je crois que c'est qu'une par couleur, ce qui était assez surprenant parce que je m'attendais à ce qu'il y en ait beaucoup plus, justement, s'il y en ait 2, 3 ou plus. Merci pour l'info. Mais non, c'est une par couleur plus la base de ce que j'avais vu. De manière générale, vous allez quand même le débloquer avec la base alors. Vous allez principalement débloquer avec la base parce que ça va être assez rare d'avoir régulièrement les cartes qui génèrent même si c'est plus d'une par couleur, ça va être déjà dur de les avoir dans votre booster et de les sortir au bon moment. Exactement, ouais. Ensuite, la deuxième mécanique du set, c'est le mot-clé dissimulé. Ici, je vous donne deux exemples avec une unité et un leader. Donc, le mot-clé dissimulé, c'est pas un mot-clé qui est omniprésent dans le set. Déjà, par rapport au leader, il n'y a qu'un seul leader qui l'exploite actuellement. Et quant aux unités, il n'y en a pas tant que ça non plus. Mais malgré tout, c'est quand même un mot-clé qui me semble assez puissant. On verra dans les faits. Pour l'instant, c'est encore difficile de s'en rendre compte, mais j'ai l'impression que ça peut être assez puissant. Donc ici, vous avez avec le Firnok apprivoisé, je sais pas comment le prononcer. Ouais, non, je pense que ça passe. Donc si vous le jouez, en gros, ce que ça dit, c'est que votre adversaire n'a pas le droit de l'attaquer. Pendant la phase où vous l'avez joué. Donc pendant un tour, si vous voulez, votre Firnok apprivoisé va être protégé. Alors il va pas être protégé des removals, donc il va pas être protégé des événements ou des effets de leader comme celui qu'on a vu juste avant avec Dark Maul qui ping. Dark Maul va pouvoir pinguer cette unité et la détruire, mais par contre elle va pas pouvoir être attaquée, ce qui est quand même un avantage assez important. Et la troisième sœur, elle vous permet tout simplement de jouer une unité de votre main en lui donnant pendant un tour, pendant une phase, le mot-clé dissimulé. Donc voilà, c'est une mécanique assez simple. À voir si elle... Et ce qui va être vraiment intéressant, c'est que justement tu peux faire ça avec des unités qui ont le mot-clé force et avec une base qui génère la force. Donc si tu as l'initiative et que tu sais que ton adversaire va pas avoir de removal, tu peux jouer ton unité force, notamment avec la troisième sœur par exemple. Faire entrer l'unité force avec dissimulé, elle ne peut pas être trade, et du coup au tour d'après tu peux attaquer avec cette unité, générer le jeton force et commencer à lancer tes synergies. Donc c'est un mot-clé qui peut être intéressant, et je pense d'ailleurs que de toute façon on reviendra après sur les leaders, mais je pense que justement la troisième sœur a cet avantage là en scellé où il y a moins de removal, de pouvoir lancer cette synergie, et c'est intéressant parce que du coup les deux synergies vont bien ensemble aussi. Les deux nouvelles mécaniques vont bien ensemble, alors que ça n'a pas toujours été le cas non plus dans les sets précédents. Ouais, c'est vrai, complètement. Je me demande si, je fais une petite aparté, mais je me demande si le mot-clé dissimulé va rentrer de manière compétitive dans la méta, ou si ça va rester limité à 2-3 cartes qui seront peut-être un peu présentes. Je pense par exemple à la légendaire Grand Inquisiteur, qui a des stats super correctes, en plus d'avoir le mot-clé dissimulé. Et de donner dissimulé aux inquisiteurs, du coup. Ouais, c'est ça. Et en tout cas, ils ont confirmé, FFG a l'air d'avoir confirmé que dissimulé est un nouveau mot-clé evergreen, donc qui n'est pas rattaché à un set spécifique. Ah, d'accord. Ça veut dire que ça va devenir comme Sentinelle, comme Restore, comme Embuscade, ça va devenir un mot-clé qu'on verra dans plusieurs sets. Allez, trop bien. C'est le premier set où on le voit, mais ça ne va pas être la dernière fois qu'on le voit, et on le verra dans d'autres sets. Ce que je trouve hyper intéressant, parce que justement, je trouve que c'est un set qui a un sacré potentiel, un peu comme la contrebande, donc ça serait triste de le voir limité à juste ces cartes-là. La contrebande, c'est le meilleur exemple, hein, parce que c'était un mot-clé vraiment super puissant, et au final, on l'a plus jamais vu depuis le set 2.
J'espère qu'il va revenir, je croise les doigts parce que c'est vraiment une mécanique super forte. Enfin bref, on digresse comme d'habitude, c'est terrible. C'est pas grave, c'est aussi pour ça que les gens viennent nous voir, quand ils voient notre nom, ils savent, vous savez à quoi vous embarquez quand vous regardez nos vidéos. Ensuite, comment choisir son leader ? Eh bien, tout d'abord, on va vous dire plutôt comment... quel leader qu'il faut pas choisir, justement. Quel leader ne pas prendre, c'est ça. Avant de vous dire quel leader prendre. Alors, je veux faire une grosse aparté là-dessus, une grosse précision. Contrairement aux 7 précédents où il y avait vraiment des leaders qu'on avait, entre guillemets, blacklistés du format AP, ici, il y a, à mon sens, pas vraiment de leader que vous devez complètement bannir. Disons qu'il y a certains leaders qui vont avoir des mécaniques qui vont parfois être trop spécifiques, et si votre tirage de cartes ne va pas suffisamment dans le sens de la synergie de votre leader, il vaut mieux tout simplement pas le jouer. Mais par contre, il y a un très bon exemple qui me vient en tête, vous allez le voir ici, c'est l'ami Kanan. Par exemple, l'ami Kanan, lui, il fonctionne avec les unités spectres et les unités créatures. Des unités spectres, il n'y en a pas tant que ça dans le set, mais par contre des unités créatures, il y en a beaucoup. Dont des reprints d'ailleurs. Oui, dont des reprints, effectivement. Il y en a plusieurs d'ailleurs, je crois, des reprints de créatures. Oui, ils ont reprint quasiment toutes les créatures qui existaient en fait dans le set. Donc, il y a beaucoup de chances que Kanan puisse être très très fort si votre kit d'AP est rempli de créatures. Par contre, si vous n'en avez aucune, forcément, n'allez pas vers Kanan. Faites attention aux synergies. Si vous voyez que votre deck ne fonctionne pas avec la synergie, ne les prenez pas. Par exemple, Morgan Elsbeth, on va peut-être vite fait les passer tous en revue, mais elle fonctionne uniquement avec des unités qui ont tous le même mot-clé. Si vous avez plein d'unités par exemple qui ont le mot-clé dissimulé, là pas de souci, jouez Morgan Elsbeth, mais ça risque de ne pas être le cas si votre tirage n'est pas suffisamment cohérent avec cette mécanique là. Kit Fisto, ne le prenez pas parce que c'est un leader nul, n'est-ce pas Mathieu? On en reparlera un jour. Non mais déjà, je pense que le leader va être compliqué à jouer en construit, alors en scellé, en n'ayant pas la synergie de Jedi aussi facilement accessible, et avec ses stats, je pense que ça va être en effet assez compliqué de le placer. Je le déconseille. Sans même rentrer dans votre débat là, débat à vous deux. Je l'annonce déjà les amis, vous verrez à un moment donné un duel sur la chaîne Kit Fisto. C'est obligé les gars. Cal Kestis, parce qu'on a eu ce débat sur la vidéo des leaders. Lui, je suis pour Cal. Ah merci. Lui, Mathieu n'aimait pas du tout Cal, alors que moi je le trouve vraiment sympa. Par contre je trouvais Kit Fisto vraiment nul à chier, et lui il aimait beaucoup, donc on a envie de prouver chacun que notre leader peut être fort. Donc on vous proposera ça tôt ou tard, vous inquiétez pas. Mais bref, sans rire, Kit Fisto, je pense que ni en AP ni en scellé ça marchera. Je pense qu'il va être très compliqué en scellé. Je pense qu'il est très compliqué en scellé de toute façon, et je le déconseille vraiment aux gens qui veulent le tester. Vraiment, c'est pas un truc où je dis, c'est pas un truc que je rentre dans le débat avec vous, même si je suis d'accord avec toi sur le, point. Petite victoire déjà. C'est vraiment juste que je pense que il est dépendant de la synergie de Jedi. Ouais. Il est dépendant d'avoir un gros board, et au contraire, en fait, en AP, vous allez beaucoup vous battre pour la domination du board. Et vous n'aurez pas forcément l'occasion de garder ce board, en fait, justement, qu'il a généré. Et du coup, il va arriver, vous allez avoir un leader qui, normalement, est une pièce clé dans l'AP, puisque ça vous fait une unité gratuite qui, souvent, va avoir des bonnes stats. Or, Kit Fisto a besoin de bonnes conditions autour pour avoir des bonnes stats. Ouais, c'est ça. Et juste, vraiment, sans rigoler par contre, pour qu'il fonctionne, il faut que vous ayez suffisamment d'unités de Jedi. Si, comme je viens de donner l'exemple avec Kanan, si vous avez que des créatures, par exemple, Kit Fisto va devenir complètement useless et vous n'allez pas le jouer. Il y a un peu le problème opposé avec Rey, qui elle a besoin de cartes force, mais de cartes non unités. Vu qu'on est en format limité, déjà on n'a pas envie de jouer beaucoup de non-unités, et en plus il n'y en a pas tant que ça dans le set en fait, qui ont le mot-clé force et non-unités. Après, et en plus, elle a le défaut de se déployer assez tard parce qu'elle se déploie à 7 ressources. 7 ressources en scellé, la partie peut déjà être finie. Les parties scellées sont généralement beaucoup plus rapides que les parties construites. Souvent, vous n'allez pas au-delà des 7 ressources. C'est rare, c'est vraiment très 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 rare. C'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs Rey et Kylo Ren dans cet exemple-ci de leader à ne pas prendre. C'est parce qu'ils sortent vraiment très tard tous les deux. Et il y a beaucoup de chances que les parties soient finies systématiquement avant que vous les sortiez. Et Kylo, c'est un peu ça, parce que comme tu dis, il y a beaucoup d'équipes d'amélioration en fait dans ce set-là, parce qu'ils ont quand même mis beaucoup de sables laser, et il y a rien qui empêche de mettre des sabres hors affinité juste pour les défausser et pour piocher des cartes à la limite, même si ça marche pas très bien avec son déploiement. Le problème c'est que vous le verrez pas se déployer, donc
Ouais. À ce stade-là, autant juste avoir des meilleures cartes dans le deck. C'est ça, ouais, exactement. Et Barris, on a un peu le même problème que ce qu'on disait avec Ray, c'est qu'on parlait spécifiquement avec Ray des unités force non-unités, enfin des cartes force non-unités. Les non-unités, on n'en a pas tant que ça en fait dans le set, et Barris, c'est spécifiquement sur les événements. Ouais. On n'en veut pas beaucoup. Mais si jamais vous arrivez à avoir des bons événements, ce qui est clairement possible, hein, parce qu'il y a des bons événements dans ce set, Barris peut être un excellent leader, surtout qu'elle a une ligne de stats que je trouve ok. Alors, c'est pas une mauvaise option si vous avez assez d'événements. Donc c'est pour ça que ce groupement de leaders est vraiment basé sur est-ce que vous réussissez à avoir justement ce groupe de bonnes cartes avant. Ouais. Avec Barris, j'ai envie de faire quand même une toute petite parenthèse par rapport à Barris. C'est un leader qui va, à mon sens, être super fort en construit. Pour une raison toute bête, c'est que sur les anciens sets, il y a des événements qui sont hyper puissants, et c'est un peu moins le cas sur ce set-ci, j'ai l'impression. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle j'aurais tendance à dire, idéalement, ne jouez peut-être pas Barris dans ce format-ci, parce que vous n'aurez pas non plus des événements incroyables dans ce set. Donc... Après, tricher avec des ressources, c'est toujours cool, mais... Ça, c'est sûr, ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas des événements aussi marquants qu'un barrage dévastateur, quoi. Voilà, ça, exactement. Ensuite... Si on peut passer au leader, cette fois positif, du coup, ou non, on reste sur les leaders. Il y a deux leaders qu'on doit bannir, et par contre, ceux-là, on va être plus strict. Il faut, à notre sens en tout cas, et je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, les bannir à tout prix du format scellé. Pour une raison toute bête, hein, c'est Dark Revan et Anakin Skywalker, parce que ce sont des leaders monocouleurs, ce sont les premiers du jeu d'ailleurs, donc c'est-à-dire qu'ils sont soit noirs soit blancs, mais ils n'ont pas de couleur secondaire. Et à moins d'avoir un tirage de dingue avec que des cartes bleues par exemple, il n'y a aucun monde où vous allez pouvoir faire un deck suffisamment cohérent pour... Je suis prêt à gagner mon AP avec Revan, t'inquiète. Ouais, bonne chance. Bonne chance. Ça veut dire qu'il faut que tu aies au moins 30 cartes suffisamment intéressantes dans une seule couleur, quoi. Non, c'est pour ça que je pense qu'en effet c'est hyper dur. Ouais. Et en plus, autant le payoff de Revan, je pense qu'il marche très bien en limité, parce que c'est un payoff de donner des jetons d'XP quand tu élimines des unités, et ça va. C'est littéralement ce qui est écrit, genre ce que tu veux faire en AP, donc du coup c'est cool. Autant Anakin, lui par contre, je pense que déjà il va être très dur à construire, parce qu'en effet une seule couleur pour lui c'est compliqué. Mais le côté jouer une carte côté obscur, non unité de votement en ignorant sa pénalité d'affinité, on n'a pas tant que ça d'amélioration ou d'événements côté obscur qui peuvent être intéressants, donc la probabilité que vous l'ayez, la probabilité que vous le piochez. La seule bonne raison que je peux voir de jouer Anakin, à part le fait d'avoir 30 cartes qui sont lumineuses et voilà, c'est que par contre il a une excellente ligne de stats pour 5 ressources, parce que 4-6 en AP ça va être très dur à gérer, mais après il y a, surtout pour 5 ressources, après il y a d'autres leaders qu'on va voir juste là, qui peuvent faire des trucs assez similaires, et qui pourtant ne seront pas aussi durs à construire. C'est ça. Donc en premier, on va parler des leaders vigilance, donc avec d'abord Mertalzin. Alors je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que ça va être un leader qui va être à la fois super fort en construit, mais aussi super fort dans les formats plus limités comme celui-ci. Je pense, ouais. Et en fait, vous allez le voir, il y a la raison pour laquelle on va vous présenter les leaders ici à privilégier est globalement la même pour tous les leaders, c'est que ce sont systématiquement des leaders avec des effets ultra génériques qui ne nécessitent pas de conditions particulières à part avoir le jeton force pour la plupart, et du coup c'est super simple de les jouer dans ce format limité. Donc Mertalzin, tout simplement, elle vous donne moins unité adverse, et il suffit d'utiliser la force et c'est tout. Et donc la force, vous allez forcément la générer avec les nouvelles bases, donc c'est assez facile à utiliser. Et une 3-7 en plus, c'est pareil, ça va être très compliqué à gérer, parce que 7 PV, il va falloir mettre plusieurs unités dedans pour les retirer. Ensuite, Ahsoka Tano, même raison, hein, donc il suffit d'utiliser la force et vous pouvez donner sentinelle à unité amie, donc ça peut être super intéressant dans ce format-ci. Peut-être un peu lent en construit, mais dans ce format-ci, je pense que ça peut être intéressant. Et puis sentinelle, justement, vu que c'est un mode de jeu où on a envie d'être très agressif, de faire beaucoup de trades, etc., forcez votre adversaire à attaquer l'unité qu'il ne veut pas attaquer, et laisser vos unités un peu agressives aller mettre des coups dans la base ou prendre des trades positifs, ça peut changer beaucoup de choses dans ce format là, donc complètement. Et en très plus, bonne carte. Elle a des stats super intéressantes, hein, aussi 5-6. Et il faut pas oublier aussi que les deux unités qu'on a présentées sont force, donc elles génèrent elles-mêmes le jeton quand elles seront en unité et qu'elles attaquent, même si du coup vous avez plus besoin de l'utiliser quand elles sont déployées, mais ça vous permettra de l'utiliser pour d'autres ressources que vous avez dans le deck. En commandement, on a Obi-Wan Kenobi.
Vindication. On va pas. Obi-Wan, il met de l'XP. Il met de l'XP à partir de là, c'est fort en fait. C'est fort, hein. Mais en plus, c'est de l'XP gratuit ici. C'est ça, ça paraît. Pareil, moi je sais toujours pas en construit ce que ça va valoir, Ouais. mais en scellé, on a envie d'avoir plein d'unités sur le terrain, même si elles sont pas forcément très bonnes, on a envie d'avoir plein de choses sur le terrain. Ouais. Et là, le fait de dire, bah, pour juste la force, ce qui est la ressource principale qu'on va avoir grâce aux bases, donner un jeton d'expérience à une unité qui n'en a pas, bah, ça marche bien, en fait. Ouais. Ça fait une unité qui va vite se booster, qui va vite avoir une grosse value et que votre adversaire va avoir plus de mal à trade, tout simplement. Tendance à penser que ça sera probablement un des meilleurs leaders dans ce format-ci. J'espère. Parce que son effet est super puissant et très très facile à utiliser. Après, le truc, c'est que moi, le truc qui fait que je pourrais avoir du mal à le jouer, c'est que le vert côté lumineux, je trouve qu'ils ont aussi beaucoup de façons d'utiliser le jeton force. Et du coup, on n'a pas forcément envie de l'utiliser pour l'effet leader. C'est un peu ce problème de il y a trop de bonnes choses dans ces couleurs-là, mais après, ça dépend encore une fois de votre tirage. Ouais. En tout cas, je pense que c'est un excellent leader dans tous les cas. Et vous avez son pendant noir avec Supreme Leader Snoke. Alors, celui-là, je sais pas s'il faut le conseiller, ça va dépendre en fait de votre tirage à nouveau, parce qu'il va fonctionner uniquement avec les unités noires. Donc pareil, il va donner un jeton expérience. Lui par contre, ça va coûter une ressource de le faire, donc ça va pas, il va pas utiliser le jeton force. Mais par contre, ce jeton d'expérience va aller uniquement sur une unité noire, et donc si vous n'avez pas suffisamment d'unités noires dans votre tirage, ce qui est probable, Snoke va pas être fort. Par contre, si vous en avez suffisamment, ça peut être hyper dangereux parce que si vous avez une unité qui devient complètement hors de contrôle parce qu'elle a trop de jetons d'expérience, dans ce format-ci, votre adversaire va avoir beaucoup trop de difficultés à s'en débarrasser, contrairement à un format construit où il aura souvent... Chute du rival est mort. Il n'y a pas chute du rival, il n'y a pas abattre le dragon, donc déjà rien que ça. Ouais. Et donc Snoke peut devenir lui-même complètement incontrôlable lorsqu'il sort en se mettant des jetons sur lui-même. Donc voilà, Snoke ça peut être hyper puissant, comme ça peut être injouable si votre tirage va pas avec, quoi. Donc, voilà. Et après, c'est aussi un truc où je le conseille pas aux gens qui commencent le jeu, pour la simple raison qu'avoir ce petit truc de payer un XP pour donner un jeton expérience, enfin payer une ressource pour donner un jeton expérience, pour moi c'est un truc où il faut un peu de pratique aussi pour se dire quand est-ce que je préfère ça plutôt que de jouer vraiment sur ma curve, donc dire j'ai 3 ressources, est-ce que je préfère jouer mon unité à 2 et mettre un jeton d'XP soit dessus soit sur une unité, ou est-ce que je préfère jouer un truc à 3, etc. Donc pour moi c'est aussi un truc que je déconseille parce que pareil ça fait perdre l'initiative et autres, donc il y a plein de raisons qui font que je sais pas si je le conseille à des personnes qui n'ont pas l'habitude du jeu. Je suis super d'accord avec ton argument, je mettrais juste une toute petite réserve sur le fait que souvent dans ce format-ci, on a tendance à avoir plus de difficultés à jouer pile poil sur notre curve parce qu'on doit faire avec ce qu'on a eu, et donc ça peut arriver quand même très très régulièrement qu'on ait des ressources qui restent disponibles. Donc, et les leaders eux-mêmes en plus sont quasiment tous un... Et les leaders ont aussi beaucoup cet effet de toute façon de s'incliner et d'utiliser la force. Donc au final, ça fera pas tant que ça perdre l'initiative. Mais en tout cas, c'est quelque chose à garder en tête si vous hésitez, par exemple, entre deux leaders. Tout à fait. Ensuite, en agressivité, on a Dark Maul. Donc ça, c'est un leader qu'il faut absolument vous présenter parce que vous l'aurez tous. Donc ça, il n'y a aucun doute. Si vous avez vraiment les cartes qui vont avec, n'hésitez pas à le jouer. C'est un leader, comme on vous l'avait dit dans notre vidéo de présentation de Mathieu, qu'on trouve moyen dans le format construit, mais par contre en scellé je pense qu'il peut être pas mal parce que déjà, juste parce qu'il va ping les unités cachées, hein. Moi rien que ça je trouve que c'est trop fort. C'est ça, ouais, donc vous allez pouvoir tuer assez facilement des unités qui sont peut-être de prime abord intouchables, et en plus vous allez pouvoir potentiellement régulièrement tuer 2 unités en une seule fois. Donc moi ça me semble pas mal, avec des stats aussi identiques à celles d'Ahsoka, et comme on vous l'avait dit, qui sont assez puissantes parce que en format comme ça scellé, c'est pas toujours facile d'aller chercher un leader qui a 6 points de vie. En construit c'est très facile, mais en scellé pas toujours. Et 5 points d'attaque, c'est 5 points de puissance, c'est quand même assez fort. Et ce qui est intéressant aussi sur ça, c'est que quand il est déployé, il gagne les trades avec des leaders qui ont les mêmes stats, la même ligne de stats. Parce que justement en attaque, il inflige un dégât à une unité différente, donc potentiellement il peut aller trade une Ahsoka 5-6, parce qu'il va lui mettre un ping à Ahsoka, un ping à autre chose, du coup Ahsoka prend le dégât et après il la tue. Et lui, il lui reste un PV. Donc, c'est-à-dire votre adversaire va aussi devoir mettre une ressource pour le gérer. C'est ça, ouais, exactement. Et petite précision, tant qu'on est sur Maul, faites attention à cette règle-là, c'est que son effet est un effet obligatoire. C'est-à-dire que vous devez infliger un dégât à 2 unités différentes. Donc, si votre adversaire n'a qu'une seule unité sur votre terrain,
le deuxième dégât il va venir chez vous. Vous aurez pas le choix. Et potentiellement sur Maul lui-même. Hein. Exactement. Donc faites attention. Même s'il y a que Maul, par exemple dans l'exemple que je disais, s'il y a Ahsoka, Maul en face, ce sont les deux seules unités sur le terrain, les deux meurent. Ouais, c'est ça. Donc, faites attention voilà, à ça. C'est vraiment qu'il faut y penser à ça. Ensuite, on a la troisième sœur. Alors, on l'a présenté tout à l'heure, donc on va pas s'attarder trop dessus. Mais ça peut être un effet super puissant, je pense, dissimulé, surtout dans ce format-ci. Vous allez pouvoir protéger votre terrain et éviter que votre adversaire vous le vide grâce à l'effet dissimulé. Donc voilà. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle l'a elle-même en fait. Le fait que quand elle se déploie, elle est dissimulée, ça lui permet à elle d'aller choisir sa cible au lieu de se prendre quelque chose direct dans la tête, qui va être moins cher. Quelque chose qui va être moins cher parce qu'en effet 4 PV ça paraît peu, mais au moins elle peut esquiver justement certaines unités, elle peut esquiver les embuscades, elle peut esquiver pas mal de trucs. Donc, en plus il y a énormément de sabres laser dans ce set, vous allez voir, il y a beaucoup d'améliorations et donc ça veut dire que vous allez pouvoir la sortir, elle va pas pouvoir se faire trade parce qu'on peut pas l'attaquer le tour où elle sort. Et vous pouvez lui mettre tranquillement un sabre laser sans risquer de se la faire détruire. Et là, vous avez directement sur le terrain un leader ultra puissant qui devient ingérable pour votre adversaire. Donc je pense que ça peut être un des meilleurs aussi leaders du format scellé ici, j'y crois. Moi je pense aussi qu'elle peut être très sympa dans le Elle sort très tôt en plus, elle frappe très très fort. Donc ouais, ça peut être très fort. Ensuite, en cunning, en ruse, le grand inquisiteur. Bon. Pour moi, c'est un peu l'opposé en fait de la sœur, c'est que justement, il tape pas fort, mais il va être impossible à gérer. Il est protégé quand il est déployé. Il a 5 PV. C'est hyper dur à prendre en fait, à part par un maul qui va pouvoir lui péter le bouclier et après le tuer. Mais en fait, il va être très très dur à gérer et surtout si vous lui mettez le sabre laser derrière, en effet, il va commencer à trade tout le board. Et son effet en soi est ok parce que du coup, attaquer avec une unité amie et donner -2, -0 à l'adversaire pendant cette attaque, ça peut vous permettre de gagner des trades positifs, de vous assurer que votre unité survit et du coup de forcer l'adversaire à utiliser plus de ressources, etc. Je suis pas entièrement convaincu par le leader, mais je pense qu'il a du potentiel. C'est ça. Je crois que c'est un des moins bons leaders du set, mais dans ce format-ci, pourquoi pas. Il sort super tôt et on adore les leaders qui sortent tôt dans le format scellé. Donc je crois que c'est pas un mauvais choix. Ça reste un leader médiocre de manière générale, mais par contre dans ce format-ci, franchement faites-vous plaisir. Il est jouable, il est complètement jouable. Et côté lumineux, Kestis, le petit copain, j'espère que j'arriverai à prouver qu'il est fort, on verra. Je reviens là-dessus, je suis désolé, mais on a cette guéguerre avec Mathieu, il va falloir régler ça. Mais en vrai, je pense qu'il est incroyable en scellé. Le fait de pouvoir incliner une unité adverse, même si c'est l'adversaire qui choisit, c'est hyper fort. Et le fait qu'il se déploie à 4 ressources dans une extension. Dans une extension, comme tu disais, on va pouvoir lui mettre un sabre laser hyper tôt. On va pas avoir tant que ça de removal et autres. C'est hyper menaçant. Je me souviens du set 1 où Sabine dominait complètement. Dû au fait qu'elle sortait super tôt. En tout cas, c'était le cas dans les AP que j'avais pu faire. Je pense que Cal, ça va être pareil. Hein. Le format est tellement il est un peu moins violent dans les dégâts que Sabine, mais justement son côté forcer l'adversaire à incliner des unités, ça compense parce que ça va vous donner un peu de tempo. Moi, je sais que le Mandalorian avait pas mal réussi en AP au set 2, alors qu'il avait un effet moins fort que ça. Et qui se déployait beaucoup plus tard. Donc je pense qu'il a un sacré potentiel. Toujours avec le mot-clé force en plus, donc il va pouvoir générer le jeton force lui-même en attaquant. Enfin, il y a des très très bons trucs à faire avec lui, je pense. Complètement, ouais. Donc très bon choix celui-là. Oubliez juste pas un truc, c'est que les effets en attaque ont lieu après la désignation des cibles, mais avant que les dégâts soient infligés. Donc ça veut dire que si vous dites je vais viser un truc genre on va dire une 1-2 ou quelque chose comme ça, votre adversaire va juste dire bah c'est ça que j'incline, du coup il va. C'est vrai. Donc faut bien penser aussi dans quel ordre vous allez séquencer les trucs avec. C'est ça. Même si à mon avis avec Cal vous avez quand même souvent attaqué la base. Hein. J'ai l'impression. Je pense aussi, mais je donne des options. C'est vrai. T'as raison. Très bonne remarque. Ensuite, les conseils de construction de deck, hein, enfin, on les a teasés au début de vidéo, les voilà enfin. Tout d'abord, c'est pas un conseil, c'est une obligation, vous devez faire un deck de 30 cartes au minimum. Alors, dans le format construit, on conseille d'essayer d'être stricto sensu, si possible à la limite de cartes, donc c'est-à-dire à 50 cartes pour les decks classiques, à 60 pour les decks Data Vault. Ici, dans le format scellé, je pense que vous pouvez avoir un petit peu plus d'amplitude, c'est pas très grave si vous avez 2-3 cartes de plus. Ça vous évite éventuellement d'avoir un deck out, donc d'arriver à court de cartes. C'est pas très grave si vous montez plus haut. Mais si par exemple vous voyez que vous avez mis pas mal de cartes de pioche, je pense à Kiedi Mundi ou des trucs comme ça dans le deck, n'hésitez vraiment pas à aller plus haut du coup.
Ouais, c'est pas Parce très que, grave. en effet, c'est typiquement comme ça qu'on peut se retrouver à passer la partie à piocher comme des brutes et après faire ah, bah j'ai perdu. C'est ça, c'est ça. Ensuite, avoir une vingtaine d'unités au minimum. Donc généralement, on conseille 2 tiers unités, 1 tiers événement amélioration. Et Parce je que... pense que c'est encore plus vrai dans ce format-là où on veut Ouais, générer pas mal de cartes force. Enfin, on veut ouais, pas mal générer le jeton force, donc on veut vraiment avoir beaucoup d'unités. c'est En ça, ouais. fait, soit vous allez vouloir beaucoup d'unités et avoir beaucoup d'unités, soit vous allez avoir beaucoup d'événements qui retirent les unités adverses. Ouais, Mais dans tous les cas, vous allez vouloir contrôler le board, et vu qu'il n'y a pas beaucoup d'événements qui contrôlent le board adverse, c'est ça. avoir des unités, ça va être la clé. Ici, c'est un set qui est quand même plus orienté vers les améliorations que les événements, mais avoir des C'est ça. améliorations que vous ne pouvez pas jouer parce que vous n'avez pas d'unité, ben, ça sert à rien. Donc, effectivement, Certes. voyez vraiment la vingtaine comme un minimum, mais n'hésitez pas à monter plus haut. Franchement, il vaut mieux le faire que se retrouver avec une main morte parce que vous avez que des sables laser dedans, quoi. À part si vous jouez Kylo. C'est ça, oui, c'est ça. Ensuite, environ 8 unités jouables au tour 1, plus ou moins, hein, évidemment. Si vous allez en dessous, vous risquez potentiellement d'avoir une main morte en début de partie, et encore, c'est peu probable, mais essayez de tourner aux alentours des 8. Sachant que c'est une stat par rapport au fait d'avoir 30 cartes. Donc Ouais, c'est si ça, vous voilà. rajoutez des cartes, si vous rajoutez des cartes, pensez à rajouter une ou deux cartes jouables T1 selon le nombre de cartes que vous rajoutez sur les 30. Exact, ouais. Avoir une courbe de ressources cohérente, alors ça c'est un conseil qui est vraiment très général, hein. C'est pareil en format scellé, évidemment on essaie d'avoir une courbe de ressources cohérente, mais si faites quand même attention, si vous avez, imaginons, un pool de cartes dans une certaine couleur qui vous plaît bien parce que vous avez que des grosses unités mais qu'il n'y a aucune petite unité à l'intérieur, ben, il vaut mieux peut-être faire un choix différent parce que vous risquez tout simplement d'avoir rien à jouer pendant les premiers tours et de vous retrouver avec une partie finie bien avant que vous ayez le temps de poser quoi que ce soit. Donc faites quand même attention à ça, même si évidemment ce format fait que vous devez faire avec ce que vous avez et vous n'avez pas toujours le choix. Mais voilà, évidemment c'est un Oui, conseil il faut assez bateau. toujours essayer d'avoir de quoi jouer à chaque tour, tout simplement. C'est la règle de base. Hein. Plus quand vous êtes vers le bas, vous en avez plus, et plus vous allez vers le haut, moins vous en avez, parce que si vous avez une main, comme tu disais, une main injouable parce que vous avez toutes vos cartes à 18 ressources, vous allez être triste. C'est ça. Ensuite, éviter les cartes double affinité. Alors, il n'y en a pas tant que ça, mais elles existent. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous voyez ici sur les cartes qu'on vous met en exemple, vous avez 2 logos de couleur au lieu d'un seul. Ce qui veut dire que pour pouvoir jouer, par exemple, Passe Vizsla, vous devez avoir à la fois une base rouge et un leader rouge. Si ce n'est pas le cas, vous allez devoir payer un coût supplémentaire de 2 ressources par logo qui est manquant. Donc si vous avez par exemple un leader rouge et une base verte, j'en sais rien, par exemple, vous allez payer votre passe Vizsla 7 et pas 5, ce qui est dans ce format beaucoup trop cher, hein. La partie sera probablement finie avant. Donc évitez ce genre de cartes dans ce format-ci. Déjà dans le format construit, on joue rarement les cartes double affinité dans les decks qui ne sont pas eux-mêmes double affinité. Ça peut arriver pour les meilleures d'entre elles, genre Vigilance, mais c'est quand même rarement le cas. Mais c'est encore plus vrai dans ce format-ci. C'est la seule exception que j'ai en tête en fait, Vigilance. Ouais. Et par exemple, moi je vois Doom, Doom que j'adore comme carte. Mais même combat Kanan, hein, si vous la jouez pas dans un deck full bleu avec que des créatures et des spectres, avec Kanan comme leader, même pas en rêve quoi. Ça sert à rien. Ouais. Donc voilà. J'avais précisé un petit truc qu'on n'a pas écrit, mais privilégier aussi souvent juste les bonnes stats et les bons keywords plutôt que des synergies un peu compliquées. Ouais. Genre ça c'est un conseil tout bête, mais vu que c'est un format qui va être basé sur la value intrinsèque de vos cartes, genre vraiment est-ce que votre carte elle-même est bonne, et vous allez avoir maximum 2 exemplaires de chaque carte, je pense, même si vous avez 6 exemplaires de chaque carte, d'une carte, vous pouvez la mettre 6 fois si vous voulez. C'est juste que c'est statistiquement très peu probable. C'est statistiquement très peu probable que vous ayez le nombre que vous voulez dans le deck. Et justement, donc ça fait que tout ce qui va être synergie et autres, vous allez avoir beaucoup plus de mal à les activer. Et si vous ne pouvez pas les activer, donc ça rend vraiment l'intérêt des synergies quasi nul. C'est pour ça qu'on vous a mis des leaders qui avaient pas beaucoup de synergie et qui marchaient très bien tout seuls. C'est pour ça qu'on vous a dit de pas prendre les leaders avec des synergies complexes. Faut vraiment des fois juste regarder, est-ce que cette carte-là a des bonnes stats, est-ce qu'elle a des bons keywords, genre est-ce qu'elle a embuscade, est-ce qu'elle a restore, et est-ce que ces stats vont faire la différence quand je vais la jouer sur le terrain. Ça peut suffire comme argument. Il n'y a pas besoin de se dire ah oui mais alors j'ai besoin de jouer un Jedi pour aller avec ça, etc. Non, vous prenez pas la tête, prenez des stats.
Vraiment. Ouais, c'est ça. c'est C'est ça. c'est vraiment une des règles que j'essaie d'appliquer en AP, et au final, ça a beaucoup changé mes AP, hein, parce que ça a vraiment rendu mes AP beaucoup plus efficaces Ouais. Ouais, je suis d'appliquer ça. d'accord. Je suis d'accord. Et j'y ai pensé parce que je pense notamment au loup 3-3 qui ne peut pas attaquer mais qui est sentinelle. Bleu, c'est le Lot Wolf, justement, qui est un peu Ouais, de c'est dédou. ça, ouais. Bah, je pense que ça peut être une très bonne carte, parce que certes, il peut pas attaquer, mais 3-3, c'est dur à gérer en early game. Oui, il va tellement ralentir votre adversaire que vous allez pouvoir prendre facilement le contrôle du terrain grâce à lui. C'est ça, mais encore une fois, faut prendre la construction, parce que vu qu'il peut pas attaquer et qu'il est pas force, il peut pas vous générer de jetons force, donc faut vraiment réfléchir à ça. Mais c'est une carte qui, quand on la voit la première fois, on se dirait, bah non, ça a pas de synergie, ça a pas d'intérêt. Si, 3-3 pour 2 ressources sentinelles, c'est fort. C'est fort, ouais, complètement. Et enfin, dernier conseil, avoir 4 ou 5 gros bodies dans votre deck avec un coût max de 6 ou 7. Comme on l'a dit tout à l'heure, les parties vont plus vite en scellé, vous allez rarement monter plus haut en ressources. Donc ça sert à rien de mettre par exemple, comment il s'appelle déjà, le vaisseau qui coûte 12, je ne sais pas. Ah oui, non, mais le vaisseau qui coûte 12, vous le verrez jamais. Hein. Mais de toute façon, ça sert à rien. Ok, c'est très chouette, vous avez chopé une légendaire, mais vous allez jamais la jouer, et c'est le cas pour beaucoup de cartes. Vous ne verrez jamais, vous verrez rarement plus de 8 ressources dans ce mode-là. Donc on vous a mis quelques exemples ici, la liste n'est pas du tout exhaustive, hein. Il y a plein d'exemples, mais voilà, toutes des unités qui ont des très gros bodies, donc des très très bonnes stats, ils vont être très très difficiles à aller chercher. Il faut vraiment que votre adversaire ait des unités suffisamment solides en face pour pouvoir vous les détruire, et donc ça va pas être forcément le cas. Donc privilégier ce genre d'unité. Vous voyez, il y a certaines unités par exemple qui n'ont aucun effet, mais c'est pas grave parce qu'elles ont des stats tellement solides que vous allez pouvoir finir la partie facilement avec elles, quoi. Je voudrais juste m'arrêter sur la couvée curieuse. Vous voyez cette petite unité 1-1 pour 1. C'est une petite carte que je vous conseille vraiment de mettre dans vos decks en scellé, parce que en gros c'est une carte que vous allez pouvoir jouer pour le nombre de ressources de votre choix, et elle va gagner un jeton d'XP par ressource supplémentaire que vous avez utilisé pour la jouer. Et donc comme on le disait tout à l'heure, parfois dans ce format c'est difficile de jouer sur la curve et de dépenser toutes vos ressources. Ben, elle va d'office compléter votre curve quand vous allez la jouer. Donc si vous l'avez, mettez-la dans votre deck, vous privez pas, parce qu'elle est vraiment intéressante juste pour ça, quoi. Donc voilà. Non, c'est une excellente carte. Moi j'adore ce principe de, justement comme tu dis, pouvoir finir sa curve. Je reviens aussi rapidement sur des cartes comme le Gardien Jedi qui est 4-8, donc on pourrait se dire que c'est ridicule. Mais encore une fois, 8 PV. C'est énorme, hein. Ouais. Très, très, très dur à gérer dans ce format-là. Il va rester sur le terrain. En plus, son effet va faire. Son effet est fort pour gagner les trades. Il va pouvoir trade facilement. Enfin, si jamais votre adversaire l'attaque. Donc ouais, complètement. Ouais, c'est ça, c'est qu'il va être dur à aller chercher parce qu'il n'y a pas beaucoup de removal. Donc il y a vraiment plein de cartes comme ça qui ont des effets que je trouve vraiment cool. Ouais. Ou justement pas d'effets. Et ça change plein de choses. Donc c'est des cartes qu'on va pas forcément beaucoup voir en construit. Genre toutes celles que tu as sur l'écran, je pense qu'il y en a aucune qu'on va voir en construit. Non, le Ratar Vorace, on va jamais le voir, je pense. Mais par contre, c'est ça, le Ratar, l'armée des morts. 8, c'est super. C'est ça cogne super fort. On a moins de PV dans ce format. Hein. D'habitude, c'est 30. Là, c'est entre 25 et 28 à cause du fait que les bases sont spéciales. Donc 8 PV, c'est hyper fort. Donc, si votre adversaire ne sait pas le gérer, le Ratar, il a certainement perdu à sa prochaine attaque, quoi. Donc, et inversement, moi, vu qu'on a parlé des porgs, je parle juste de l'autre porg que je trouve cool, qui est le porg à 0. Si vous avez assez de pioche et que vous pouvez vous le permettre, le porg 1-1 pour 0, bah pareil, je trouve que c'est une carte qui est bien frustrante pour l'adversaire, parce que c'est juste une unité qui va faire des pings, qui va exister. Mais vous, ça vous a rien coûté, votre adversaire va devoir mettre des ressources dedans pour la gérer à un moment ou à un autre. Et pour peu que vous ayez un leader qui donne en plus des jetons d'XP, comme Obi-Wan notamment, bah en fait votre porg il va commencer à être un peu rigolo. Vous pouvez même je crois qu'il y a encore un sable laser qui peut être donné à des noms avec à des unités non-force, donc vous pouvez encore tenter des trucs comme ça. Ouais, n'hésitez pas. donc vous pouvez encore tenter des trucs comme ça, donc voilà. C'est juste pour dire, il y a des options, il y a des trucs rigolos, donc faut pas hésiter à expérimenter. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de ce petit guide d'AP, j'espère que ça vous a intéressé et j'espère surtout que vous aurez un très très beau tirage avec un maximum de légendaires et potentiellement une showcase, on vous le souhaite évidemment. J'espère que le guide d'AP vous servira à avoir la victoire, mais au pire de toute façon c'est pas ça qui compte, hein. Amusez-vous surtout pendant les avant-premières, c'est le but. Soyez cool avec les nouveaux joueurs aussi, essayez de les encadrer, leur expliquer les règles de jeu, leur expliquer éventuellement les misplays qu'ils auraient pu faire pendant la partie, c'est toujours intéressant d'encadrer
encadrer les nouveaux joueurs dans ce genre de format parce que ça veut dire qu'ils vont potentiellement revenir ensuite et rejoindre notre chouette petite communauté de joueurs de Star Wars Unlimited. Donc voilà, on compte sur vous. Et si vous êtes un nouveau joueur, n'hésitez vraiment pas à poser des questions aux gens autour de vous. Hein. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai fait une AP sur un TCG, Star Wars ou autre, les gens ont toujours été adorables, m'ont toujours aidé à faire un deck. Enfin, moi, je sais que la boutique où je suis, on ouvre nos boosters quasiment ensemble, on regarde, ah, trop bien, t'as eu ça, ah, mais tu peux faire tel combo et tout. Enfin, c'est vraiment un bon moment de communauté, donc profitez-en et essayez de vraiment profiter au max, quoi. C'est ça. D'autant que c'est pas toujours facile pour les nouveaux joueurs de créer leur deck dans le temps imparti. Donc, si vous voyez que quelqu'un galère un peu à créer son deck parce qu'il vient de débarquer sur le jeu, n'hésitez pas à l'aider à construire son deck avec lui. C'est ça. C'est toujours apprécié, toujours appréciable. Voilà les amis, merci beaucoup en tout cas de nous avoir regardés et on se dit à très très bientôt pour le nouveau set tout simplement. Il arrive là dans quelques jours quand vous voyez cette vidéo, donc on va se retrouver pour plein de vidéos, plein de guides sur ce nouveau set. Et on vous fait des gros bisous. Ça va être trop bien. Allez, à bientôt. Salut. Ciao.